Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait parlé des avions espions français. Eh bien, on va commencer à s'intéresser aux avions espions américains. Et dans cette vidéo, on va parler exclusivement des versions modifiées du C-135 dédiées à la reconnaissance stratégique. Alors auparavant, avant que le C-135 ne soit modifié en avion de reconnaissance stratégique, l'US Air Force utilisait des B-47 qui était toutefois très limité par le nombre d'opérateurs, on les verra dans une vidéo prochainement. On pouvait emporter 2 à 3 opérateurs dans la soute et la taille des équipements était également très limitée. C'est pour ça que le Strategic Air Command, qui avait la charge de la dissuasion nucléaire américaine, s'est intéressé assez rapidement à un avion de plus grande capacité et notamment au C-135 qui commençait à entrer en service dans les années 60 en tant qu'avion de transport mais aussi de ravitailleur en vol. Alors la première version spécialisée fut dédiée à la surveillance des tests nucléaires soviétiques et que ce soit par de la photo des explosions ou le prélèvement des particules issues des explosions nucléaires afin de déterminer le type de bombe ainsi que leur puissance. Alors ce fut le cas notamment du test de la bombe Tsar Bomba le 30 octobre 1961. Un JKC-135 fut transformé en urgence puis déployé à Bryce Norton le 28 octobre afin d'être prêt. Khrouchtchev avait annoncé cet essai imminent d'une bombe de 100 mégatonnes, une puissance colossale. Mais les prélèvements montrèrent que la bombe était en fait plus proche des 58 mégatonnes. Voilà, c'est le genre de choses que permettaient de faire ces versions modifiées de C-135, c'est d'évaluer la puissance de ces bombes. Alors ces avions étaient et sont toujours désignés par le nom du programme. Alors par exemple Rivet signifie qu'il s'agit d'un programme de modification de l'US Air Force et le deuxième nom, Joint, si on prend le Rivet Joint, par exemple, désigne le nom du projet. Alors, certains avions avaient même des noms de programmes de femmes au début de la guerre froide. C'était un peu une tradition. Ça a changé un peu après. Par exemple, avant d'être désigné Cobra Ball, le programme s'appelait en fait Wanda Bell. Voilà. On va parler maintenant de l'entrée en service des RC-135. Le but de leur mission était similaire au RB-47, c'est-à-dire identifier et localiser les cibles qui pourraient faire l'objet d'attaques tout en définissant des itinéraires sûrs pour pénétrer et sortir de l'espace aérien soviétique. Alors ceci permettait d'alimenter à partir de 1962 ce que l'on appelait le SIOP, Single Integrated Operating Plan, qui n'était autre que le plan d'attaque nucléaire de l'Union soviétique. Il détaillait toutes les cibles, les méthodes les plus efficaces pour éviter les défenses, le type de bombe utilisée sur l'objectif et les terrains d'atterrissage potentiels à l'issue de la mission. Avec le C-135, le Strategic Air Command marqua un changement important. On n'utilisait plus des avions déjà en service que l'on modifiait, mais on achetait des avions neufs dans le but de les transformer directement. Pas moins de 14 appareils différents reçurent le préfixe R, ce qui signifie reconnaissance, et seuls 4 types d'appareils utilisant cette lettre R demeurent encore en service aujourd'hui. On va commencer par un premier appareil, le RC-135A Pacers One. Alors, l'appareil remplaça le RB-50 qui était une version modernisée du B-29. Le but était la cartographie photo et l'étude géodésique, c'est-à-dire la forme de la Terre. Ce projet fut dénommé Pacers One. Les appareils opérèrent depuis Turner Air Force Base en 1965, puis depuis Forbes Air Force Base à partir de 1967. 2 appareils furent désignés JR-135A pour effectuer des tests de l'équipement photographique. Alors, l'équipement photo comprenait un AN ASQ-28 qui fut l'objet de retards importants. Entre-temps, les satellites furent développés et l'avion faisait finalement doublon. En 1971, le programme Pace One fut abandonné et les équipements démontés des avions qui servirent ensuite de transport logistique, puis reconvertis ensuite en ravitailleurs KC-135, mais
avec des différences importantes avec le reste de la flotte de ravitailleurs, du fait que ces appareils furent construits sur une base de stratolifter et non de stratotanker. C'était la version transport du Boeing 707 en version militaire. Alors, de ce fait, ils furent désignés KC-135D et non KC-135A comme les autres stratotankers, et furent surtout utilisés pour la formation des pilotes de l'Air National Guard, la garde nationale américaine. Ils ont tous été retirés du service aujourd'hui. On va parler maintenant du RC-135B. Alors ces 10 appareils, puisqu'il y avait 10 appareils, furent acquis sous le programme Big Team à partir de 1963 pour le premier, et les 9 autres suivirent en 1964. Dès la sortie d'usine de Seattle, les avions rejoignirent Baltimore pour être stockés dans l'attente de leur équipement de mission, à la suite de quoi ils prirent la désignation de RC-135C. Alors, cette version fut une version intermédiaire de RC-135C qui ne vola jamais si ce n'est pour rejoindre le lieu de stockage avant la conversion en RC-135C. Alors, leur stockage dura environ 3 ans du fait des retards dans les systèmes devant les équiper. Ils rejoindront ensuite la base de Offutt Air Force Base, qui est la base du Strategic Air Command. Alors, cette version de Stratolifter était propulsée par des moteurs TF-33, plus puissants que les J-57 qui équipaient les ravitailleurs KC-135A. Par ailleurs, ils ne produisaient pas autant de fumée noire que les J-57, parce que les J-57 incorporaient un système d'injection à eau qui permettait d'augmenter leur poussée, mais créant ainsi ces fameuses traînées noires peu discrètes. La base Stratolifter fut ainsi privilégiée par le Strategic Air Command du fait de ses moteurs plus puissants pour les versions ultérieures de reconnaissance. On va parler maintenant du RC-135C Big Team, donc cette version une fois qu'elle a été modifiée. En comparaison du RB47, le C135 offrait plus d'espace pour les équipements, plus de place pour les opérateurs, donc plus d'opérateurs, et surtout un confort sans commune mesure avec ce qu'avaient connu les opérateurs sur RB47. Le bureau Big Safari ne fut pas concerné car les avions étaient neufs. En fait, l'US Air Force faisait régulièrement appel à ce bureau Big Safari quand il s'agissait de modifier des avions déjà en service rapidement pour des besoins spécifiques. La modification des 10 RC-135B après leur stockage consista à incorporer des joues sur le côté du fuselage pour la mission ELINT. ELINT, c'est Electronic Intelligence, c'est-à-dire le renseignement électronique. On va en parler un peu plus en détail plus loin. Alors, il s'agissait en fait de ce qu'on a appelé le système AEELS, pour Automatic Electronic Emitter Location System, qui avait pour but de détecter et de localiser les émetteurs radio. Il fut installé à partir de 1974. Il comprenait dessus 24 panneaux en fibre de verre qui logeaient des antennes de différentes tailles adaptées à des fréquences bien précises. Le système filtrait automatiquement les signaux, pouvant représenter un intérêt, le cœur de ce système étant l'AN USD7 Multiband Electronic Reconnaissance System, qui gérait en fait tous ces systèmes-là, et qui était composé lui aussi de l'ASD1, qui est le système qui est monté justement sur ces joues. Il était également équipé d'un récepteur de localisation de direction et d'un système d'analyse radar. Donc c'était vraiment un ensemble qui était relativement complet. Le principe était d'obtenir la direction d'un signal, ce que l'on appelle un relèvement, puis, en se déplaçant, de relever les relèvements successifs et ainsi de déterminer la position de l'émetteur. Et ça, c'était quand même très intéressant parce que grâce à cela, il était possible de localiser ces fameux émetteurs qui pouvaient être des centres de commandement, de communication, des radars de surveillance, des radars de conduite de tir des missiles solaires. Et cela permettait d'offrir une image relativement précise du réseau de défense soviétique, ce qui permettait ensuite de trouver les failles et d'identifier des couloirs moins protégés et ainsi de prévoir leur neutralisation en cas de conflit ou d'éviter justement les zones les plus dangereuses pour les bombardiers. Les appareils ne furent jamais équipés de la perche de ravitaillement mais conservèrent néanmoins un carénage à cet emplacement logeant une antenne et une caméra.
Les postes d'opérateurs étaient disposés en ligne de chaque côté de la cabine. Les images d'ailleurs de l'intérieur de ces avions sont très rares car ces appareils étaient entourés à l'époque du plus grand secret. Le premier appareil rejoint la base de Offutt Air Force Base en février 1967 et un premier appareil fut envoyé en Europe à Upper Eidsford au Royaume-Uni dès juin 1967 pour prendre progressivement justement la relève des RB-47 qui furent définitivement retirés à la fin de cette année 1967. Alors, la surveillance comprenait surtout la zone de la mer Baltique, Mourmansk, la péninsule de Kola, qui étaient des secteurs militaires très importants de la Russie, notamment pour ce qui est de la flotte de surface et sous-marine russe, mais aussi une importante défense aérienne. L'avion fut rapidement déployé aussi au Japon, sur la base de Kadena Air Base, et à Eielson Air Base, en Alaska, débutant des missions sur l'Union soviétique, mais aussi la Chine et la Corée du Nord. Avec la guerre du Vietnam, les appareils furent également utilisés pour recueillir du renseignement électronique à des fins plus tactiques et non stratégiques, ce qui ne fut pas bien vu par le Strategic Air Command à l'époque, jusqu'à qu'arrive la version RC-135 qui fut ensuite dédiée à cette partie de l'Asie-Pacifique. On en parlera un petit peu plus loin de cette version. Les 10 appareils furent ultérieurement convertis en RC-135V Rivet Join et en RC-135U Combat Center. 3 furent convertis en RC-135U fin 1971, puis les 7 autres en RC-135V, dont la conversion fut terminée en janvier 1976 sous la houlette, là encore une fois, du bureau Big Safari. Alors, la carrière du RC-135C fut relativement courte, mais permit d'améliorer considérablement les capacités du Strategic Air Command dans ce domaine tout en développant de nouvelles technologies. On parlera plus en détail plus loin des versions RC-135 Rivet Join et Combat Cent. On va aborder maintenant le KC-135A2 Col 100 et le RC-135D Office Boy. Alors Col 100 est le nom initialement donné à 3 KC-135A, des ravitailleurs, modifiés par le bureau Big Safari entre septembre et octobre 1961 à des fins de renseignement, principalement sur les communications, c'est-à-dire du COMINT, du Communication Intelligence. Entre 1965 et 1966, les appareils subirent quelques modifications et furent ensuite désignés RC-135D sous le nom du projet Office Boy. Alors, le capteur principal était le système CAST, Coherent Automatic Signal Tracking, logé dans un carénage en forme de tube des deux côtés du fuselage avant. Il permettait d'effectuer de la goniométrie, c'est-à-dire d'obtenir la direction de provenance d'un signal sur des fréquences VHF et UHF. Le nez fut modifié pour loger un radar à antenne à fort gain ainsi qu'un radar météo. Ce radar à fort gain permettait de faire de la cartographie et ainsi d'avoir une bien meilleure précision de navigation, notamment en espace aérien international, et éviter ainsi de pénétrer dans l'espace aérien soviétique et de risquer de se faire abattre. Des antennes supplémentaires étaient également disposées sous le fuselage. L'équipage était relativement peu nombreux, mais pouvait être complété de spécialistes linguistiques jusqu'à 14 opérateurs de système. Les débuts de cet avion étaient particulièrement entourés du secret. Les membres d'équipage faisaient partie de ce que l'on appelait le Security Service, qui était officiellement transféré au Strategic Air Command le temps du vol dans le cas où l'appareil serait forcé à se poser en territoire ennemi, de façon à ce que les personnels aient à ce moment-là un statut de militaire. L'acquisition des données était largement manuelle à l'époque, néanmoins cette capacité était pour l'époque une avancée majeure. En 1972, le système CAST fut remplacé par un radome circulaire situé sous le fuselage, comme on le voit sur l'image, contenant une antenne orientable sur 360 degrés pour intercepter des signaux particuliers. Il était alors possible de focaliser l'antenne pour suivre ce signal plus longtemps afin de le surveiller et de l'enregistrer et de l'analyser plus longtemps. À la suite du U-2 qui a été abattu au-dessus de l'Union soviétique le 1er mai 1960, le fameux U-2 de Gary Powers, il n'était plus question de survoler le territoire soviétique et les RC-135D effectuaient donc leur vol à distance au-delà des 12 miles des côtes, généralement à 20-40 nautiques,
pour rester à distance de sécurité. La plupart des vols partaient de la base de Eielson pour suivre une route polaire et atterrir à Upper Eidsford au Royaume-Uni, puis plus tard la base de Mildenhall, ou dans certains cas ils atterrissaient aussi à Kadena et Yokota au Japon. Les appareils faisaient ensuite le trajet retour le lendemain une fois que l'équipage était reposé et l'avion remis en service. Bon nombre de missions furent interceptées par des chasseurs russes, mais sans agressivité, montrant ainsi que les soviétiques gardaient toujours un œil sur ces missions. À certaines occasions, l'appareil effectuait même des ravitaillements en vol pour rester sur zone plus longtemps et opérer sur la base notamment de Chemya. Chemya est situé à 1700 miles de Anchorage et à une faible distance de l'Union soviétique, ce qui permettait d'économiser du temps de vol au lieu de partir de la base de Yeltsin Air Force Base. On va parler un peu plus tard de cette base de Chemya. En janvier 1967, le nom de code de la mission changea en Rivet Brass et les avions rebaptisés Rivet Brass 1, 2 et 3. Chaque avion avait son petit nom. Ils participèrent à assister les RC-135M, dont on parlera un petit peu plus tard au Vietnam, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam en 1975, suite à quoi ils furent démantelés et convertis en KC-135A avec la particularité d'être les seuls ravitailleurs équipés d'un réceptacle de ravitaillement en vol au-dessus du cockpit. Ils furent plus tard remotorisés en KC-135R. On va aborder maintenant le RC-135E Lisa Ann et Rivet Amber. En 1966, Yeltsin Air Force Base reçut un unique C-135B2 pour le projet Lisa Ann, dont le but était ce que l'on appelait la mission MASINT, Measurements and Signature Intelligence, à savoir la surveillance et l'enregistrement des tests de missiles balistiques étrangers, principalement soviétiques à l'époque. La soute avant fut modifiée avec une plaque en fibre de verre de Goodyear afin d'y loger un radar de plus de 17 tonnes. L'appareil prit alors le nom de RC-135E et le projet le nom de Rivet Amber. Ce projet fut le plus coûteux sur C-135 à l'époque, 35 millions de dollars. Le rayonnement du radar était tel que les côtés du radar furent entourés de cloisons blindées pour protéger l'équipage. Le système pouvait suivre un objet de la taille d'un ballon de football à plus de 480 km. Le but était de suivre les tests des missiles balistiques russes lors de leur rentrée dans l'atmosphère et d'enregistrer la trajectoire et la signature radar des têtes nucléaires. Une caméra photographiait la cible et permettait d'asservir le radar pour un suivi plus précis sans que cela ne nécessite une manipulation manuelle. Particularité de l'avion, 2 nacelles étaient emportées sous les ailes entre les moteurs intérieurs et le fuselage, comme vous pouvez le voir sur l'image. La nacelle de gauche était un générateur permettant d'alimenter le puissant radar. Les générateurs des moteurs TF-33 n'étaient pas suffisants. Le système de mission dégageait également tellement de chaleur que c'est la raison pour laquelle un échangeur de chaleur était installé dans la nacelle, justement à droite sous l'aile. La zone d'opération était surtout l'océan Pacifique dans la région de la péninsule de Kamtchatka. L'avion disparut lors d'un vol entre Chemya et Yeltsin Air Force Base le 5 juin 1969. On suspecta une fatigue de la cellule d'être en cause, notamment à cause des contraintes liées au radar qui était très lourd. Le dernier échange radio mentionnait des vibrations de la cellule, mais l'épave ne fut jamais retrouvée, même encore aujourd'hui. Pas même le moindre débris malgré 2 semaines de recherche. On va parler du RC-135G brièvement. Un seul des RC-135D Office Boy, dont on a parlé tout à l'heure, fut modifié en 1966 avec une grande antenne sous le fuselage en lieu et place du système CAST et désigné RC-135G temporairement, mais reprit la désignation de RC-135D 3 semaines plus tard. Donc cette désignation de RC-135G, elle n'a duré en fait que 3 semaines. Voilà. Le RC-135M, on en a parlé un petit peu déjà, la guerre en Asie du Sud-Est au milieu des années 60 nécessita d'accroître les capacités de renseignement. Devant l'augmentation des pertes américaines face aux chasseurs et aux SAM nord-vietnamiens, les RC-135D avaient alors pour mission de surveiller les communications vietnamiennes,
notamment avec des spécialistes linguistiques. Ces missions les détournaient de leur mission principale dans la région de la Russie, puisque c'était des avions qui appartenaient au Strategic Air Command. Or, le Strategic Air Command avait pour principale mission de surveiller la Russie pour la guerre froide. Donc, ça ne plaisait pas trop au Strategic Air Command que leurs avions soient détournés de leur mission primaire. Alors, l'US Air Force commença à remplacer ces C-135 par des C-141 Starlifter pour la version de transport du C-135. Et l'US Air Force avait donc des cellules de C-135 qui avaient encore un bon cycle de vie et qui devenaient disponibles. Et c'est pourquoi 6 F-35B furent modifiés, d'abord désignés RC-135L, puis rapidement RC-135M. Alors, la mission prit plusieurs noms: Burning Cord, Rivet Card, Combat Apple. L'avion disposait d'un nez allongé et d'une antenne de forme ovale à l'arrière du fuselage devant le stabilisateur horizontal qui logeait le système de surveillance Fine Cut, qu'on retrouvera sur plusieurs versions ultérieurement. Il semblerait qu'il s'agissait d'une antenne à bande haute, alors que l'antenne à bande basse était logée dans le nez. Une antenne ALA6 de goniométrie était également installée à l'arrière de l'avion. Aucun système n'était installé en fait à l'avant de l'avion. 13 opérateurs pouvaient intercepter les communications ennemies sur un large spectre de fréquences. Les missions Combat Apple commencèrent le 13 septembre 1967 dans le golfe du Tonkin, principalement. Elles duraient généralement 19 heures, dont 12 heures en station près de la frontière nord-vietnamienne à surveiller les émissions radar et les communications radio. Lorsqu'ils détectaient des tirs de missiles SAM dans un secteur, les Combat Apple étaient en mesure d'avertir les avions alliés dans la zone et travailler en coopération avec d'autres appareils comme les KC-135A version 8, qu'on appelait les Combat Lightning, et les EC-135L qui servaient de plateforme de relais. Il était en mesure de détecter lorsque des MiG décollaient des bases ennemies et de relayer ainsi l'information pour diriger éventuellement des chasseurs dessus. À la suite de la fin de la guerre du Vietnam, les avions furent déployés un peu partout, mais ils étaient trop spécialisés pour la mission COMINT, alors que c'était surtout le ELINT, donc le renseignement électronique, qui prévalait surtout pour le Strategic Air Command en Europe. 6 appareils furent donc convertis en RC-135W, proche du RC-135V, on le verra plus tard, mais sans les inverseurs de poussée des moteurs TF-33. Ni non plus d'un réceptacle de ravitaillement en vol. Le réceptacle de ravitaillement en vol était un peu différent aussi. En 1984, il n'y avait plus de RC-135M en service. On va parler maintenant du RC-135S, Nancy Rae, Wanda Bell, Ravet Ball et Cobra Ball. Alors, en 1962, le programme Nancy Rae a été lancé. Un KC-135A fut modifié en RC-135S en 1963. Le flou fut entretenu sur la désignation au début car on le désignait aussi RC-135D, mais il ne s'agissait pas d'un RC-135D. Probablement une volonté de brouiller des tentatives d'espionnage de l'Union soviétique. L'appareil prit le nom de Wanda Bell en 1965, puis Ravet Ball en 1967. L'appareil était équipé de nombreuses caméras et capteurs, notamment de 10 hublots côté droit. Le dessus de l'aile fut également peint en noir pour éviter des reflets sur les équipements photo des hublots. Ceci en fait allait perdurer sur les RC-135 comme on le verra un peu plus loin. Le nez contenait une antenne de poursuite à bande S, en plus du radar météo standard, une antenne sur le fuselage sur une base noire, comme on peut le voir, ce rond noir sur l'image, permettait la poursuite manuelle. Cette antenne ne se trouvait que sur les versions Rivet Ball. On retrouve également le système Fine Cut, dont on a parlé sur les RC-135M, qui est monté également à l'arrière de l'avion. 3 antennes en forme de T sont aussi montées côté droit du fuselage et deviendront une caractéristique propre des Cobra Ball. Le 4 octobre 1968 et le 18 décembre 1968, Ravet Ball réussit à capturer des images d'un missile ICBM avec 3 véhicules de rentrée atmosphérique ainsi que toutes les données télémétriques. L'appareil fut régulièrement déployé à Shemya Air Force Base.
Cependant, les conditions météo sur ce terrain il était régulièrement difficiles. Et c'est ainsi que l'appareil fut victime d'une sortie de piste le 13 janvier 1967 à cause du verglas, finissant dans un ravin, heureusement sans la moindre victime. D'ailleurs, 6 heures seulement après l'accident, les Russes survolèrent la base à basse altitude avec ce qui semblait être des Tu-16 Badger de reconnaissance et prirent des photos en fait de l'avion accidenté. Une petite anecdote assez sympa. Cet accident en fait du seul appareil capable de surveiller les essais ICBM soviétiques laissa l'US Air Force dans l'incapacité de poursuivre la mission. Il n'y avait en effet qu'un seul appareil de ce type. Elle dut avoir recours donc à l'US Navy qui fournit des EA-3B Skywarrior en attendant que l'US Air Force ait terminé la conversion d'un nouveau C-135B en RC-135S qu'on allait appeler Cobra Ball Minimum dans l'urgence, disposant d'un seul hublot côté droit et des équipements récupérés justement sur l'avion accidenté. L'appareil choisi était équipé de moteurs avec inverseur de poussée et de freins améliorés afin de mieux convenir justement aux conditions du terrain de Chemia. Fin octobre 1969, soit à peine 9 mois après l'accident, l'appareil était disponible. Un deuxième appareil fut récupéré pour être modifié en Cobra Ball 2 et paré à ce genre d'incident. Un capteur infrarouge à ouverture large était disposé à l'avant droit du fuselage dans un compartiment non pressurisé sur le premier appareil. La trappe s'ouvrait en vol au-dessus de 31 000 pieds. On sait assez peu de choses sur ce système, même encore aujourd'hui, si ce n'est qu'il avait une focale très large. Il fut remplacé en 1981 par des caméras plus conventionnelles qui furent améliorées et miniaturisées au fil des progrès technologiques. Les images prises par ce système avaient une importance telle que ça arrivait parfois directement au président des États-Unis. Ils furent aussi peints en noir sur l'aile droite, même si les améliorations des caméras les rendaient au final moins nécessaires à partir de la deuxième moitié des années 80. Cela permet notamment d'identifier immédiatement un RC-135S Cobra Ball par rapport aux autres RC-135. Les Cobra Ball étaient en effet protégés par des accords avec l'Union soviétique et abattre un tel avion aurait alors été une violation de cet accord. La Corée du Nord n'était pas toutefois signature de ce traité et pouvait très bien s'arroger le droit d'abattre un de ces avions. Le deuxième appareil fut d'ailleurs lui aussi victime à Chamiya d'un accident le 15 mars 1981. L'appareil arrivait trop bas, trop lent, et à l'impact l'avion se disloqua et prit feu, tuant 6 membres d'équipage. L'autre appareil, pas de chance, ne fut pas disponible tout de suite puisqu'il était en cours de mise à jour. Un autre appareil fut ensuite prélevé pour être converti et compenser la perte de cet avion. En 1983, les appareils furent modifiés, 2 antennes en forme de T furent remplacées par des tubes intégrés dans le fuselage avant. Avec la chute de l'Union soviétique, les Cobra Ball furent reversés en 1992 à l'Air Combat Command pour surveiller d'autres pays. Mais avant cela, les appareils furent utilisés en Irak afin de localiser notamment les missiles Scud. Un troisième Cobra Ball fut financé également en 1990. On avait désormais Cobra Ball 1, Cobra Ball 2, Cobra Ball 3. Les avions avaient d'ailleurs la capacité de transmettre en temps quasi réel vers le commandement au sol pour permettre une réponse rapide. La dernière modification, à partir de 2008, du Cobra Ball a incorporé des joues similaires aux antennes AEELS des Rivet Joint, mais non pas pour de l'ELINT, mais pour du T-Lint, c'est-à-dire de la télémétrie, comme les précédentes antennes du fuselage. Cobra Ball 2 était équipé d'un système également MIRA, amélioré. MIRA signifiait Medium Wave Infrared Array, qui offrait une vue infrarouge panoramique sur plusieurs spectres infrarouges, permettant de déterminer la position d'un objet et sa température. Ce système a été amélioré et offre à présent une meilleure résolution et une détection accrue. La partie radio utilise le système ATS, Advanced Telemetry System, un système de recueil et de goniométrie, le tout pouvant être analysé ultérieurement au sol. Ce sont surtout les échanges entre les centres de commandement et de contrôle qui sont écoutés, comme sur les Rivet Joint, mais aussi les radars de suivi des missiles. Le Cobra Ball peut détecter et enregistrer tous les aspects et données d'un missile balistique en vol et notamment déterminer le point de départ du tir ainsi que le point d'impact apparemment à 100 mètres près
ou encore déterminer les matériaux de la tête nucléaire en analysant le spectre du plasma qui entourait la tête nucléaire lors de la rentrée atmosphérique et estimer ainsi les capacités d'évitement de la tête. Là où les EB-47E ne pouvaient faire de la télémétrie que lors de la phase ascensionnelle du missile, c'est-à-dire de la télémétrie T-Lint, le Cobra Ball analyse surtout la phase de rentrée atmosphérique avec du T-Lint mais aussi du Massint. Un radar à ouverture synthétique SAR fut également installé pour notamment détecter et suivre les départs des missiles balistiques en conditions nuageuses. Les 3 Cobra Ball furent remotorisés avec des F-108, qui est la désignation militaire du célèbre CFM56 qui équipe la famille des Airbus A320 et Boeing 737, leur donnant une puissance accrue et une consommation plus faible. On en parlera un petit peu plus loin de cette modernisation. Alors, les autres Cobra, le terme Cobra désigne les systèmes de surveillance dont le but est de suivre les missiles justement soviétiques, mais cela ne concernait pas uniquement des avions. On avait Cobra Dane par exemple, qui désignait des installations au sol sur l'île de Chemia, dont le radar à antenne électronique AN FPS 108 qui devait détecter les départs des missiles en cas de tir. Cobra Judy était le radar AN SPQ-11 à antenne électronique passive d'un navire qui patrouillait régulièrement dans l'océan Pacifique jusqu'en 2014. Cobra Mist était le radar transhorizon de Orfordness en Angleterre qui a fermé depuis en 2011. Donc la plupart de ces installations sont devenues redondantes du fait des améliorations technologiques et Cobra Ball devient ainsi le principal moyen Massint et celui privilégié par les États-Unis au point qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun plan de remplacement prévu de ces avions. Le RC-135T Rivet Dundee. En 1969, un KC-135R fut converti en KC-135T Rivet Joe sans prendre la désignation de RC au départ. La désignation KC-135R fut également utilisée pour désigner des KC-135Q remotorisés par les CFM56, pour petite info. Il fut équipé du système Fine Cut à l'arrière du fuselage et d'un nez rallongé et de 3 antennes qui sont reliées, situées sur le dessus du fuselage et d'un radome circulaire sous le fuselage logeant une antenne directionnelle. Alors, l'avion opéra depuis Kadena et Mildenhall en direction de l'Union soviétique. En 1971, l'appareil fut modifié pour le Comint et désigné RC-135T Rivet Dundee sans qu'il n'y ait de modification externe visible. D'autres appareils furent modifiés ainsi, mais servirent surtout d'appareils d'entraînement afin que les avions les plus importants restent immédiatement disponibles en cas de besoin. En 1982, ils furent remotorisés par des TF-33 pour coller aux autres appareils de la même série. Un des appareils s'écrasa justement le 25 février 1985 près de Valdez en Alaska en effectuant des entraînements à l'approche tuant les 3 membres d'équipage. Le RC-135U Combat Cent, là on commence à rentrer sur des versions qui sont un peu plus modernes, qui sont toujours en service. Nous avons vu parmi les RC-135D, 3 furent convertis en RC-135U fin 1971 et les 7 autres en RC-135V à des fins SIGINT, c'est-à-dire Signal Intelligence. Ce sont donc ces RC-135U Combat Cent qui vont nous intéresser maintenant. Leur mission était l'acquisition et la collecte des nouveaux signaux afin de les analyser en détail et de les localiser précisément. Le but étant d'alimenter la base de données et de définir les contre-mesures adaptées à ces types de radars. C'est donc de la mission ELINT uniquement. 2 furent financés par l'US Air Force et le troisième par la CIA au début, avant qu'il ne soit converti quelques années plus tard en Rivet Join. On en reparlera un petit peu plus loin de cet appareil. Le premier appareil effectua sa première sortie opérationnelle depuis Mildenhall, en Angleterre, le 15 janvier 1972. En août 1972, un Combat Cent détecta pour la première fois un radar Flatjack. L'analyse montra qu'il s'agissait du premier avion radar russe, le Tu-126 MOS, et montra, de par l'analyse, que ce radar n'était pas aussi performant que ce que l'on pouvait craindre.
Les combattants furent régulièrement interceptés et la caméra qui était montée sur cet avion permettait au passage de photographier les chasseurs pour faire également une analyse des avions et de leur armement. Les RC-135U Combatant furent surnommés dans les années 80 Bear Chaser, du fait qu'ils chassaient l'ours russe, tout simplement. En 2014, les Combatant auraient surveillé la flotte russe en mer de Barents lors de manœuvres et notamment le porte-avions Kuznetsov. Les joues sont similaires à celles montées sur les Revenge Joint et ils ne disposeraient pas de suite Commint. Voilà. Plus récemment, un effort fut porté sur l'analyse des radars à bande basse et VHF qui se développent notamment grâce au fait qu'ils peuvent détecter plus facilement des avions furtifs. Les équipements d'aviation furent également modernisés avec notamment l'intégration du GPS, mais surtout les appareils sont dotés de plusieurs systèmes de liaison de données, notamment le Airborne Information Transfer, le HABIT, qui est une boule située au sommet de la dérive et qui permet l'échange d'informations avec divers moyens au temps. Ils sont également équipés de ce qu'on appelle le JTID, Joint Tactical Information Distribution System, qui offre un débit plus rapide, c'est tout simplement la fameuse liaison 16. Un large carénage rond au pied de la dérive loge également une antenne pour les échanges à longue distance, probablement par satellite. L'antenne circulaire située sous le fuselage fut remplacée par une antenne unique et les moteurs également remplacés par les versions du CFM56 de F-108. Ces améliorations ont été apportées en 2011 sur le premier appareil. Le Combatant est aujourd'hui le premier moyen que déploie l'US Air Force pour tenter de débusquer les nouveaux radars et nouveaux systèmes SAM. C'est le point de départ de toute une chaîne de renseignements dont le but est l'actualisation du champ de bataille et le paramétrage des équipements de guerre électronique défensifs des appareils de combat amenés à être confrontés à ces menaces en cas de mission opérationnelle. On va parler maintenant des RC-135V et W Revenge Joint. C'est vraiment l'avion qui est actuellement le plus connu du RC-135. Là où le RC-135U Combatant ne faisait que de l'ELINT, le Revenge Joint lui fait du SIGINT, c'est-à-dire qu'il fait de l'ELINT et du COMINT, donc des communications également. 7 appareils au total, au départ, suivis ensuite de l'un des 3 RC-135U, furent convertis en RC-135V Revenge Joint. Ces appareils sont les plus importants et les plus précieux moyens ISR, c'est-à-dire de renseignement, de l'US Air Force. Très prisés, ils étaient insuffisamment nombreux pour répondre à la demande. C'est ainsi que l'US Air Force récupéra les 6 anciens RC-135M qui avaient servi au Vietnam pour les convertir en Revenge Joint. Néanmoins, ils avaient une différence, ces RC-135M, avec les premiers RC-135V. Ils n'avaient pas d'inverseur de poussée et furent donc désignés RC-135W pour marquer justement cette différence. Voilà pourquoi vous avez des versions V et W du Revenge Joint. C'est uniquement pour noter que les W ne sont pas équipés d'inverseurs de poussée, qu'il s'agissait en fait des RC-135M modernisés. Mais pour ce qui est de leur équipement de mission, ils sont identiques. Ces 6 RC-135W furent livrés en 1981 et jusqu'à 1985. Les Revenge Joint, régulièrement désignés RJ, furent de tous les conflits. Le 15 septembre 1980, un Revenge Joint opérant à plus de 12 000 des côtes libyennes fut pris en chasse par des chasseurs libyens. La Libye revendiquait en effet à l'époque une zone d'exclusion de 200 nautiques de ses côtes. 2 missiles RR furent tirés sur le Revenge Joint qui parvint à les éviter grâce à des évasives. Les missions furent ensuite menées sous escorte de chasseurs de l'US Navy. Les Revenge Joint furent les premiers appareils déployés par l'US Air Force en Arabie Saoudite, seulement 6 jours après l'invasion du Koweït par l'Irak. À ce moment-là, on craignait que l'Irak continue son invasion en territoire saoudien. Les Revenge Joint surveillaient donc les communications et les signaux pour détecter une telle éventualité. Les détachements au Moyen-Orient mirent à rude épreuve la flotte de Revenge Joint. En 1999-2000, 2 appareils supplémentaires des RC-135B furent convertis en Revenge Joint. Ceci permit de les faire participer plus régulièrement aux exercices Red Flag et ainsi d'enseigner aux commandants de mission la façon de les utiliser et surtout l'intérêt tactique qu'ils pouvaient représenter.
Alors, le cœur des rivet joints est leur système AEELS, là encore toujours c'est ce qu'on appelle le ANASD1, monté sur les joues de l'avion. Deux nouveaux modèles à la forme un peu différente, un peu plus longs, furent ultérieurement installés. Pourtant, les premières missions de test menées en 1974 sur ces systèmes furent très décevantes et les données inexploitables, au point que le Strategic Air Command fit pression sur E-System, qui est aujourd'hui L3, pour corriger sous peine de stopper complètement le programme. En 1978, les résultats furent jugés encourageants, interceptant 90% des signaux. Les missions sur l'ex-URSS étaient régulières. Les soviétiques avaient pris l'habitude de couper leur système radar dès qu'un rivet joint était signalé. Mais le temps que la décision soit prise en haut lieu, que ça redescende, les rivet joints avaient eu largement le temps de collecter ce qui était intéressant. À certaines occasions même, les rivet joints volaient à basse altitude sous la couverture radar et remontaient brutalement à haute altitude. Et cette technique permettait justement de créer un effet de surprise, mais de collecter au passage des informations encore plus intéressantes. Les rivet joints changèrent assez peu de forme extérieurement, hormis l'AELS qui a un petit peu changé, notamment elle allait sur le côté gauche jusqu'à empiéter un peu sur la porte d'accès du côté gauche, et quelques antennes dont les formes et le nombre évoluèrent également. Les AELS furent source de problèmes également d'écoulement d'air, alors pas trop sur les Combatsant et Cobra Ball. Notamment, il y a eu un incident d'une antenne UHF qui s'arracha en vol, occasionnant des dégâts sur l'avion. Lorsque ces avions étaient interceptés, les chasseurs ne se privaient pas de les prendre en photo sous tous les angles pour que des analystes puissent ensuite étudier les clichés et déterminer si des modifications avaient été faites. C'est de la guerre du renseignement. Le haut de la dérive était surmonté d'une antenne Habit, comme sur les Combatsant, et du GTIDS, la liaison 16. Un autre système satellite, le FAB-T, fut installé dans un gros carénage au pied de la dérive à partir de 2012 et permettait d'échanger apparemment avec divers moyens, comme notamment les B2 et B52. Un RC-135 fut toutefois équipé d'un système un peu différent du FAB-T, dont le carénage était carré et non ovale. On ne sait pas grand-chose de ce système, que l'on suppose être un moyen de communication à très haut débit, qui, il semblerait, n'aurait pas donné satisfaction. La plupart des améliorations des appareils de l'US Air Force sont désignées comme des blocs. Pour la plupart des avions, on utilise ce terme de bloc. Vous avez des F-16, bloc 40, bloc 42, bloc 50, bloc 52, etc. Le dernier bloc du RC-135J fut le bloc 6C. Mais ensuite, les mises à jour furent désignées non plus bloc, mais baseline. Et le standard actuel serait le baseline 11. Baseline 12 devrait être la prochaine mise à jour. On va parler un petit peu plus loin de ces mises à jour. Tous les rivet joints furent remotorisés par des F-108, la version militaire du CFM56, avec 18 000 heures de vol annuelles. Les F-108 sont en fait beaucoup plus fiables que les anciens moteurs. Ils fournissent 27% de poussée en plus. Ils sont plus silencieux. Le temps de vol est accru de plus de 4 heures. Et le plafond de vol passe de 35 000 pieds à 40 000 pieds, donnant ainsi à l'avion une portée de détection plus importante. En effet, plus vous êtes haut, plus vous pouvez voir loin, plus vous pouvez détecter des signaux qui viennent de loin. Alors, ceci permet de rester suffisamment à distance de sécurité, hormis pour des systèmes modernes comme les S-300 et S-400. Leur cockpit a également été modernisé avec le système Rivet Glass qui introduisait le Glass Cockpit. Donc on a des avions qui sont relativement modernes. En 2003, l'US Air Force envisagea de remplacer les AWACS, les E8 G-Star et les RC-135 Rivet Joint par une version modifiée du Boeing 767-400ER, qu'on appelait le E10 MC2A. Sauf qu'en 2007, le projet fut tout simplement abandonné. Même encore aujourd'hui, il n'est toujours pas prévu de successeur au RC-135 Rivet Joint, même si l'on ne peut écarter que le P-8 Poseidon, qui commence à opérer des missions SIGINT pour la Navy, pourrait dans le futur
devenir une option possible. On le verra, il y a des problèmes de taille, on en parlera un petit peu plus loin. L'appareil est peut-être encore un peu petit pour les systèmes qu'on a besoin de mettre sur un Rivet Join. On va parler maintenant du RC135X Cobra Eye. Un EC135, une version un peu particulière, on en parlera dans une prochaine vidéo je pense. Auparavant utilisé pour le programme Apollo, fut récupéré en 1983 dans le but de suivre les missiles balistiques par moyens optiques. L'appareil devait initialement entrer en service en 1986 pour la mission TELIT, donc de la télémétrie, mais arriva finalement en juillet 1989 suite au retard du programme. Il fut baptisé RC135X Cobra Eye. Un télescope à infrarouge était conçu pour filmer la rentrée atmosphérique du missile et obtenir la signature infrarouge, la position, le spectre infrarouge et la température. Avec la chute du mur de Berlin, l'avion n'avait plus vraiment de raison d'être. Et après une période de stockage de 1993 à 1995, il fut finalement converti en RC135S Cobra Ball. Le RC135 de la Royal Air Force. Alors en 2010, on peut parler quand même de cette version, parce que c'est quand même assez surprenant de voir des RC135 dans un autre pays que les États-Unis. Alors il faut savoir que l'Arabie Saoudite a aussi une version du RC135, mais qui est bien sûr bien plus légère, parce qu'on peut comprendre que les Américains ne transfèrent pas certains secrets technologiques à un pays comme l'Arabie Saoudite. Par contre, avec la Royal Air Force, les rapports entre les États-Unis, on va le voir, sont beaucoup plus privilégiés. En 2010, le Royaume-Uni a procédé à des coupes budgétaires sévères qui ont mené à l'arrêt du programme Nimrod MRA4, qui devait remplacer le Nimrod R1, qui effectuait justement ses missions de renseignement électronique. Le programme enchaînait les retards et les dérives de coûts n'en finissaient plus. Au début des années 2000, il faut savoir que le Royaume-Uni avait fourni plusieurs équipages, pilotes et opérateurs au sein de l'US Air Force à bord des Rivet Joint. Le Royaume-Uni a souvent eu une relation privilégiée avec les États-Unis dans le domaine du renseignement et même des programmes secrets. Faut savoir également que des pilotes anglais avaient volé sur F-117 et même sur U-2. C'est ainsi qu'ils se sont tournés vers 3 appareils KC-135R de la même série que les RC-135V Rivet Joint américains afin de conserver un maximum de communauté entre les appareils. Le premier appareil fut livré en novembre 2013, mais l'appareil ne revola ensuite qu'en juillet 2014, du fait de retard dans la certification de l'avion. Les 2 avions suivants ont été livrés en 2013 et 2017. Le Royaume-Uni les avait baptisés Air Seeker, mais en fait ils sont toujours baptisés RJ par les personnels, et même tout le monde les appelle encore les Rivet Joint, très peu les appellent Air Seeker. Des appareils sont basés à Waddington, alors que les Rivet Joint américains opèrent eux depuis la base de Mildenhall, dont justement l'US Air Force prévoit de déplacer les avions de Mildenhall à Fairford en 2023, en espérant justement que les Britanniques fassent de même. L'US Air Force ne souhaite pas opérer depuis Waddington, là où opèrent les Rivet Joint anglais, considérant que la piste est trop courte. Mais ce déplacement à Fairford risque toutefois d'être remis en question suite à la nécessité de dégager du budget pour réparer les dégâts de la base de Offutt suite à des inondations désastreuses. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni est le seul pays qui a obtenu des Rivet Joint strictement identiques à l'US Air Force. C'est dire la confiance dans le domaine du renseignement entre les 2 pays. On va parler pour finir de l'avenir des RC-135. Les avions, comme vous en doutez, sont très vieux pour certains. Pour autant, ils ont constamment été modernisés et devraient durer jusqu'en 2040. Malgré la nécessité de passer régulièrement en visite, notamment pour les ailes, toutes les 5000 heures de vol. Suite à un accident au décollage de Offutt le 30 avril 2015, l'US Air Force a pris conscience non pas de ce que ça peut coûter de remettre en œuvre un avion, c'est pas un problème d'argent pour eux, mais surtout de l'impact de la perte d'un avion aussi indispensable. Les inspections sont donc plus régulières et forcément cela a un coût, mais que l'US Air Force est prête à assumer vu l'apport que représente cet avion. Pour autant, aucun autre avion, si ce n'est peut-être le Boeing 747, ne pourrait emporter une telle diversité de capteurs. Le P-8 Poseidon est
trop petit pour ça, même s'il commence à prendre certaines missions ISR au sein de l'US Navy, mais il est loin d'atteindre l'efficacité et la flexibilité des RC-135. On ne voit donc pas pour l'instant de remplaçant. Certains pourraient penser que les drones RQ-4B Global Hawk puissent être une solution de remplacement valide. Sauf que les Global Hawk, même s'ils volent plus haut, 51 000 pieds, ne peuvent emporter qu'un chargement d'équipement limité. C'est-à-dire qu'on prend un chargement, on l'enlève, on en met un autre. Donc on peut mettre différents types de chargements, mais ça reste quand même limité. Et ils ne disposent pas d'opérateurs capables d'analyser en temps réel les données connectées, comme on peut le faire sur le RC-135. Donc les RC-135 offrent une flexibilité bien meilleure et l'US Air Force voit plutôt dans les RQ-4B Global Hawk des moyens complémentaires des RC-135 et non des remplaçants. Sans compter que les contraintes de vol qu'imposent les drones imposent justement l'utilisation de couloirs aériens, les isolant du trafic aérien habituel. Cela représente des contraintes alors qu'un avion peut évoluer où il veut, quand il veut. La crainte est aussi le risque qu'un avion soit abattu. Nul doute que pour certains pays, c'est une cible de haute valeur. Et les missiles RR qui arrivent en Chine et en Russie avec des portées de plus de 200 km, ou encore les systèmes de type S-400, mettent clairement en danger les RC-135, mais pas seulement, aussi les AWACS, les avions radars. Les missions des RC-135 se font de plus en plus de manière publique. Il est régulièrement observé des rivet joins sur Flight Radar, vu qu'ils branchent leur système ADS-B. Le but est avant tout dissuasif et ainsi de montrer à l'adversaire comme la Russie, regardez, on vous surveille. Et bien sûr, la Russie réagit régulièrement en envoyant des chasseurs dessus pour dire nous aussi, on vous surveille. Ce jeu de renseignement est amené à continuer dans le futur, notamment devant l'augmentation des tensions avec la Russie. La France aussi effectue ce genre de mission, comme je l'ai traité dans une vidéo précédente le mois dernier, sur les avions espions français. Une chose est certaine, la nécessité des rivet joins va s'accroître, surtout pour détecter, analyser et se protéger des nouveaux systèmes radars à venir. Alors, leur mission discrète est pourtant la plus importante, car c'est cette collecte du renseignement qui déterminera celui qui gagnera la prochaine guerre. Celui qui connaît son adversaire et qui connaît ses points faibles sera le vainqueur. Voilà pour cette vidéo, un peu longue. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur ces avions qui sont assez passionnants, qui sont très peu connus. J'espère vous avoir permis de lever le voile un peu sur ces appareils qui sont ô combien essentiels à la stratégie militaire américaine et aussi, il faut le dire quand même, au maintien de la paix. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour parler d'autres avions espions américains, car je n'ai pas fini d'aborder ce sujet passionnant sur ma chaîne. À bientôt.